toutes et à tous. Je suis Philippe Mabi, je dirige la rédaction de La Tribune. Je suis ravi de vous retrouver. En général, quand on parle d'argent, on m'appelle. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que La Tribune est un journal financier. Donc je suis venu avec le carnet de chèques de France 2030 que détient Bruno Bonnel, que je remercie d'être avec nous, le secrétaire général pour l'investissement, qui va nous parler de tout ce qu'il fait dans ce domaine pour cette table ronde qui s'intitule « Financement de la recherche et des data, la France est-elle ?» Alors on a mis « désarmée », mais on va essayer de la réarmer, c'est un peu le thème du jour. Si vous avez entendu le discours ou entendu parler du discours du président de la République, il avait beaucoup d'ambition pour l'Europe, y compris dans la santé. Nous avons également Robert Marino, qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes le patron de Qubit Pharmaceutical. Vous êtes on dit l'étoile montante de la deep tech et du quantique, et on parlera avec vous on a parlé un peu d'IA tout à l'heure, mais là c'est également au-delà de la puissance de calcul, la recherche appliquée. Nous avons à ma gauche Carole Dorfin, qui est la directrice des partenariats du Health Data Hub, qui nous parlera de ce qui est en train d'être fait dans ce qui est présenté comme le coffre-fort et en même temps l'Eldorado numérique de la France. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et enfin, Philippe Gillet, qui est président de l'EPFL Lausanne, et qui était, jusqu'à il y a peu président de l'EPFL Lausanne, et qui a fait un rapport assez remarqué sur la recherche en France, que j'ai vu qu'il avait suscité quelques débats tout à fait légitimes, puisque nous, on aime bien les débats dans la tribune. Donc, vous aviez d'ailleurs écrit plusieurs tribunes chez nous, dont je vous remercie. On va peut-être commencer par Bruno Bonnel, qui devra partir malheureusement un peu plus tôt peut-être, donc je l'y autorise évidemment, mais on va lui donner la parole en premier, peut-être pour nous faire un état des lieux dans les 54 milliards d'euros dont vous êtes le dépositaire pour nous tous, contribuables. Vous avez 7 milliards, je crois, vous me disiez, prévus pour l'enveloppe santé. Comment ça se passe? Combien vous avez déjà et à quoi ça a pu servir? Et quelle est un peu la stratégie que vous voulez mener? Merci, bonjour à tous. Effectivement, le plan France 2030, c'est un plan qui a été décidé en octobre 2021 par le président de la République, avec comme mot-clé innovation, l'innovation comme solution à un certain nombre de défis sociétaux qui sont devant nous, le défi écologique, le défi énergétique, défi démographique, géopolitique, et j'en passe. Et puis derrière ça, effectivement, on a déjà entendu le mot juste avant dans la présentation qui nous a été faite, des problématiques de souveraineté. Alors à l'intérieur de France 2030, il y a l'Agence Innovation Santé. C'est donc une structure qui a pour objectif justement de soutenir économiquement et financièrement les innovations en santé, à la fois médicamenteuses et dispositifs médicaux, mais également de travailler sur l'innovation dans les domaines de ce qu'on vient d'entendre, la réglementation et la mise sur le marché des médicaments, et donc d'essayer d'accélérer et de mettre la France à niveau par rapport à d'autres pays. Alors, ça représente 7 milliards d'euros, cette poche-là. 7 milliards d'euros, il y en a à peu près la moitié qui ont déjà été engagés par l'État sous différentes formes. Ce que finance notamment France 2030, ce sont les IHU, ce sont les programmes de recherche exploratoire dans de très nombreux domaines, les bioclusters qui visent justement à créer dans des endroits spécifiques et sur des thématiques spécifiques médicales, vraiment l'alliance entre la recherche et l'industrie. Donc voilà le type d'application qu'on fait. Avec une mécanique qui est assez simple. On utilise des relais, en l'occurrence pour la recherche, c'est l'Agence nationale de la recherche. Pour les entreprises, c'est la BPI. Nous avons également comme partenaire l'ADEME, ou pour d'autres choses, moins sur la santé, ou la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, en utilisant ces opérateurs, eh bien, on sélectionne sur une base d'excellence les meilleurs projets qui nous sont présentés pour que l'État puisse les accompagner. Dans les projets, il y en a un que vous venez d'entendre, UPSA Séquence fait partie de ces projets, et j'en passe. Je pense qu'on aura l'occasion de parler d'autres. Voilà. Merci. Alors peut-être, pour lancer le débat, et écoutez peut-être là-dessus Philippe Gillet et puis l'ensemble des autres intervenants, c'est dans ce financement ce réarmement en santé, puisqu'on a constaté pendant la crise Covid, alors vous l'avez dit Bruno, on l'a entendu tout à l'heure, il y a le sujet très connu du Doliprane. C'est vrai qu'on en mange beaucoup.
On en a beaucoup mangé, moi y compris, mais il n'y a pas que le Doliprane. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'autres domaines de molécules qu'on essaye de faire revenir en France. Donc peut-être donner, oui, peut-être l'un ou l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui l'écosystème du financement de la santé en France, de la recherche, cette gouvernance un peu complexe quand même, qui n'est pas forcément, il n'y a que Bruno Monel qui sait la maîtriser, mais comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que la France est à la hauteur des enjeux? Le président de la République avait dit qu'il fallait quand même trouver 10 nouveaux médicaments d'ici 2030, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Voilà, peut-être votre avis sur l'état de notre recherche médicale. Oui, bonjour à tous. Je vais rebondir sur la conclusion de Jean-François Delfraissy qui disait dans sa conclusion, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est la recherche qu'il faut pousser à un moment donné pour être au rendez-vous du futur. Et je pense qu'il avait fondamentalement raison. Alors, comme vous l'avez dit, on a écrit un rapport. Dans ce rapport sur la recherche et l'innovation en France, on avait finalement pris la recherche médicale comme fil directeur. Et c'est assez intéressant. Moi, si vous avez 30 secondes. On les prend, voire 3 minutes. La crise de la Covid, c'est quand même le plus bel exemple du cheminement et de cette interconnexion de tout. La recherche, c'est du long terme, c'est du court terme, c'est le droit à l'erreur, c'est la prise de risque, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est ce droit à explorer l'inconnu. Et un dispositif de financement ou d'organisation, il doit permettre ça. Si on prend l'exemple de la Covid, c'est assez intéressant, tout petit peu d'histoire. On a quand même été le pays de la découverte de l'ARN messager, Monod, Jacob, Lvov, qui ont eu le prix Nobel pour ça. Et puis, ça, c'était de la recherche de très longue durée, etc. Puis à un moment donné, la science a des bifurcations. La bifurcation importante pour la Covid qui a conduit à la construction des vaccins à ARN messager, c'est la biologie de synthèse, de la recherche très fondamentale, de gens qui se sont posé la question à un moment donné, de dire, tiens, si on essayait de reproduire le vivant en laboratoire, est-ce qu'on peut, entre guillemets, bricoler le vivant? Eh bien là, on a raté le rendez-vous collectivement. Faute à l'État, faute aux chercheurs, faute à tout le monde. Hein. Je veux dire, on ne sait pas prendre de risques, en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a un peu raté le truc. C'est pas qu'on soit mauvais, mais à un moment donné, voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les autres l'ont pris, ce virage-là. Et la conséquence, en particulier, nos amis allemands, les anglo-saxons de manière générale, ont à un moment donné investi dans un truc qui était vraiment des balbutiements de la science très fondamentale. Finalement, ça a donné les vaccins ARN messagers. C'est pour ça que, et ça rejoint l'innovation, les start-up étaient en Allemagne, BioNTech, Moderna à l'époque, je vous rappelle, ne faisait pas des vaccins, était plutôt dirigé vers des problématiques de traitement du cancer, immunothérapie, etc. Finalement, ils ont eu cette capacité, cette agilité à un moment donné d'être là. Puis finalement, ça se traduit aussi, donc finalement, par un problème économique. On a été dépendant, et pour revenir, alors c'est pas le Doliprane, c'est autre chose. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que finalement, une organisation, une stratégie d'un pays, je pense que c'est ce qu'essayait de dire très rapidement Jean-François Delfraissy, ben c'est ça. C'est cette capacité à prendre du risque, à financer, à pas être compliqué. Aujourd'hui, les chercheurs sont perdus dans la complexité. C'est pas contre toi que j'en ai, mais je dis juste qu'à un moment donné, il faut simplifier le truc. En santé, vous pourrez lire ce rapport, mais quand vous regardez le nombre d'opérateurs de santé, vous avez un ministère de la Recherche, un ministère de la Santé, un ministère de l'Écologie, ils ont tous des programmes sur la santé. Il n'y a pas de vision consolidée à un moment donné, et c'est ce que disait Jean-François Delfraissy. Il faut un pilote dans l'avion, il faut une vision, il faut pas une vision en termes de résultats, mais une vision, un projet. Voilà, c'était un peu ça. On va écouter votre voisin qui peut peut-être donner un exemple concret, puisque vous êtes vous-même donc... vous allez nous expliquer ce que fait Qubit Pharmaceutical, mais j'ai noté que vous avez reçu un prix pour notamment l'utilisation du calcul à haute performance dans la recherche de nouvelles molécules. Vous avez passé des accords avec des grands acteurs comme Nvidia, dont on parle beaucoup en ce moment, et vous avez, dans une autre vie, mais vous l'avez créé, vous avez évidemment créé ce qui s'appelle Deep Tech Funders, donc qui était un peu l'association des boîtes qui sont ces preneurs de risques finalement. Donc, est-ce que vous avez l'impression, par rapport à notamment nos voisins d'à côté, que l'écosystème français est favorable à la recherche? Alors, réponse rapide, oui, mais évidemment on peut faire mieux. Donc, moi, mon parcours, hein, j'ai été chercheur, j'ai travaillé après 10 ans dans le transfert de technologies, notamment dans des sociétés qui ont été créées grâce aux investissements d'avenir pour simplifier le transfert de technologies, donc permettre des technologies issues de la recherche
de devenir des sociétés ou de rejoindre le monde socio-économique. Ensuite, j'ai créé cet accélérateur qui s'appelle Deep Tech Founders avec un entrepreneur en sciences de la vie, Xavier Duportet. Et puis, dans le cadre de ce programme, j'ai rencontré les chercheurs à la base de Qubit Pharmaceuticals. Et Qubit Pharma, c'est une société qui conçoit, optimise des petites molécules pour faire des médicaments. Et grâce aux technologies numériques, ça permet d'aller plus vite, d'être beaucoup plus innovant sur les molécules que l'on va faire, d'économiser de la bio, d'économiser de la chimie, et donc de trouver des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel état on était il y a 10 ans, parce qu'on parle de complexité. Il y a 10 ans, il y avait déjà très peu d'interlocuteurs, il y avait très peu de moyens, il y avait quand même une forte aversion au transfert, c'est-à-dire que ça restait mal en fait de créer des sociétés. Aujourd'hui, c'est la norme. Et donc il y a eu quand même un énorme changement dans l'écosystème en termes de mentalité, en termes de prise de risque. Vraiment, aujourd'hui, c'est peut-être même trop parfois, mais il faut avoir fait sa start-up quand on a un labo, non pas pour être à la mode, mais pour démontrer que sa recherche a un impact réel sur le monde. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Avant, il fallait écrire dans des revues scientifiques. Maintenant, il faut créer sa boîte. En plus. D'abord, les deux. Quand même. Non, mais c'est extrêmement important. Il n'y a pas de start-up créée sur de la mauvaise science. Enfin, l'excellence scientifique, c'est la clé. Si la science n'est pas excellente, on ne crée pas de société. Ça ne sert à rien. Et on a de la science d'excellence en France. Après, il est vrai qu'en France, on aime beaucoup mentionner tout ce qu'on a raté. Culture française. Oh, on aurait pu faire ça, c'est vrai. Mais donc on a raté le vaccin. C'est l'exemple qu'on donne à chaque fois. Non, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas faites, mais bon. Il y a aussi des choses qu'on a faites. Exactement. Et on est 70 millions d'habitants. Et se comparer en direct avec les États-Unis ou d'autres pays qui ont 5-10 fois plus d'habitants, ça n'a pas de sens. En fait, c'est de comparer au niveau européen. Comment est-ce qu'avec les autres acteurs européens, on arrive à créer quelque chose qui permette d'être au meilleur niveau mondial et d'assurer une indépendance. La France ne sera jamais autosuffisante seule, ce n'est pas possible. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Évidemment, il faut continuer. Il y a une forte volonté de l'État qui pousse. Nous, on le voit en tant que start-up et on fait partie d'un programme qui s'appelle French Tech 2030 qui accompagne 130 startups à peu près dans leur développement et de l'accélération. Donc c'est un programme qui est exceptionnel parce que dès qu'on a une problématique, on a un interlocuteur qui nous aide. Et pour rencontrer n'importe quel, que ce soit privé ou public, on a vraiment un soutien très fort. Ce gain de temps, c'est essentiel pour les startups parce que le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas avoir. L'argent nous permet d'acheter du temps, mais avec le temps, on ne trouve pas d'argent. Donc il y a quand même énormément de choses qui soutiennent le développement des Alors, racontez-nous où est-ce que vous en êtes, vous, dans l'arrivée de nouvelles molécules. Alors, vous n'allez pas faire les médicaments, mais vous n'allez pas les industrialiser, pas les commercialiser, mais vous êtes finalement juste en amont. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, nous, il y a 3 ans, il n'y avait pas de salariés dans la société. On avait une technologie issue de laboratoires de recherche c'est une histoire qui me plaît parce que initialement, c'est 30 ans de développement pour arriver à un stade où on a pu l'industrialiser et elle a été d'abord découverte aux États-Unis. Donc c'est des travaux de recherche qui ont été à Washington University à Saint-Louis et l'Université Texas à Austin, et parce qu'un chercheur français a fait son postdoc au NIH, il a rencontré les 2 chercheurs à la base et il a dit: je vais accélérer vos calculs, c'est génial, mais c'est beaucoup trop lent. Donc ça a été accéléré à Sorbonne Université, et c'est grâce à ce travail, en fait, ajouter des maths dans la bio presque, qu'on a aujourd'hui, et dans la chimie, qu'on a aujourd'hui une technologie qui est extrêmement précise, qui passe à l'échelle, qui permet de simuler réellement ce qui se passe dans une cellule. Donc il y a 3 ans, une techno de laboratoire, 0 employé. Aujourd'hui, on est presque 70 à Paris, à Boston. On est en train d'échanger avec des partenaires en Asie, pour voir Asie du Sud-Est, Japon, pour voir comment monter des partenariats, des hubs locaux. Il y a 2 ans, on avait une plateforme, donc on était parti d'une brique technologique d'un logiciel à une plateforme qui commence à être développée, utilisable par des non-experts. Et aujourd'hui, on va passer nos premières molécules dans quelques semaines, dans quelques mois, chez l'animal pour les tester, parce qu'on a pu très rapidement les concevoir, les optimiser, et là on va vérifier qu'elles délivrent comme on l'espère. Toute cette accélération, finalement, se concentrer, partir à la fois de 0 en tant que société il y a 3 ans à avoir un vrai pipeline comme une biotech qui se serait lancée avec des actifs de recherche il y a très longtemps, ça a été possible parce qu'on a construit la société sur la science d'excellence, on a été aidé par un écosystème,
l'ensemble des aides France 2030, qui était avant le plan d'investissement d'avenir, qu'on a eu avec BPI, on a des relations privilégiées. Enfin, il y a un vrai écosystème qui nous soutient. Des partenariats, on a annoncé en début d'année un partenariat avec l'Institut Curie pour utiliser l'expertise, travailler et faire un programme conjoint dans le traitement du cancer du sein. Toute cette accélération, je pense que si l'écosystème n'avait pas changé, il nous aurait fallu peut-être 10 ans pour faire la même chose. Donc il y a vraiment... Donc ça marche en fait quand même. Ça marche quand même. Il faut célébrer les succès. Alors, ce qui peut être un autre accélérateur, on va entendre Carole Dorfin, vous êtes, je rappelle, directrice des partenariats de Health Data Hub. C'est effectivement ce coffre-fort numérique de toutes les données de santé. Donc, le Health Data Hub, vous allez peut-être nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire de faire des partenariats sur des banques de données donc, qui sont disponibles et rendues disponibles pour des chercheurs. Et peut-être donner quelques exemples. Merci. Alors effectivement, pour pouvoir développer des innovations en France, répondre à des questions de recherche innovantes, on va avoir besoin de données, de beaucoup de données bien structurées, qui vont être finalement la matière première pour pouvoir construire l'innovation de demain. Et c'est un petit peu ce constat qui a été fait en 2019, notamment par le député Villani, dans son rapport autour de l'intelligence artificielle, qui était de se dire finalement en France on a énormément de données, sauf que ces données elles sont difficilement accessibles. On a énormément de chercheurs qui aimeraient y avoir accès, mais c'est le parcours du combattant, et on a besoin d'accompagner justement ces chercheurs, ces détenteurs de données, pour pouvoir justement mettre en place des données visibles, accessibles à tous, pour pouvoir faire de la recherche et accélérer les projets au service de l'innovation. Donc c'est dans cet esprit-là que le Health Data Hub a été créé par la loi, avec la visée d'accélérer l'accès aux données de santé, dans la perspective de pouvoir aider les chercheurs à innover, les industriels également. Donc dans ce contexte-là, notre rôle, il est de travailler à la fois avec les acteurs publics, les acteurs privés, à travers des appels à projets qui vont nous permettre de soutenir l'innovation et de faire en sorte qu'on soit à la fois sur une réponse, on va dire, scientifique à une question médicale. Donc on a toujours des projets qui vont avoir un intérêt public et une volonté de partage, à la fois de partage de données, pour que ces données qui finalement ont été pour beaucoup financées par l'argent public, eh bien elles puissent être réutilisées plusieurs fois, ainsi qu'un certain nombre d'outils technologiques qui auront été développés à l'occasion de ces projets pour pouvoir resservir l'écosystème. Donc concrètement, dans ce contexte-là, les données, vous en parliez, coffre-fort. Alors je pense pas qu'on puisse dire que le Health Data Hub soit un coffre-fort des données de santé en France. C'est pas forcément cette perspective, mais on parle beaucoup de données. Et à un moment donné, c'était big data, big data. Je pense qu'on est aujourd'hui beaucoup plus dans la smart data, et c'est là où il y a un petit peu le cœur de la question du financement. Aujourd'hui, c'est pas en récupérant toutes les données existantes au sein d'un hôpital comme ça qu'on pourra faire de la recherche. Pour passer à l'étape d'après, donc la réutilisation des données, il va y avoir un certain nombre d'étapes qui vont demander du temps d'expertise, du temps, de l'argent, pour pouvoir passer d'une base de données finalement pour soins primaires à une base de données secondaire, de réutilisation. Et tout ça, ça a un coût pour des établissements publics qui, au début, n'étaient pas forcément, je dirais, structurés, financés pour cette perspective. Et justement, un des points majeurs, et je pense de France 2030, c'est justement d'aller apporter un certain nombre de financements pour aider l'écosystème. Alors, on parle des centres hospitalo-universitaires, mais pas que, qui permettront de pouvoir finalement financer l'organisation de ces structures. On sait aujourd'hui, alors, était évoqué le fait qu'il y a eu un certain nombre de hacking, de problèmes de cybersécurité. On sait qu'en France, jusqu'à présent, on était dans un investissement très limité au niveau des hôpitaux. Je crois 2% à peu près des coûts d'investissement sont dédiés à la sécurité informatique et aux innovations. Aux États-Unis, on est 2 à 4 fois plus important. Donc on voit bien qu'il y a une marche, mais cette marche, on est en train de la prendre. Et au niveau des établissements hospitaliers, il y a un gros investissement de 75 millions d'euros qui vise à accompagner aujourd'hui 16 lauréats. Ça représente presque la majorité des centres hospitalo-universitaires pour amorcer la structuration de cet entrepôt de données de santé, pour passer des données de soins primaires à des données de soins secondaires, pour pouvoir répondre justement et accélérer les données, l'utilisation de ces données, tout en chaînant potentiellement ces données à la base principale du SNDS, qui est la base principale de l'assurance maladie, qui contient un historique de 20 ans
de remboursement qui permet de venir enrichir le parcours patient. C'est pour ça que je parlais à un moment de coffre-fort, parce que le sujet, c'est bien l'ouverture de ces données aux chercheurs, et il y a, et vous l'avez dit, des problèmes de financement et des problèmes d'accès à ces données. Il y a des questions éthiques également sur l'utilisation. On en a un peu parlé tout à l'heure lors d'une des précédentes tables rondes par rapport à l'IA. Donc comment est-ce que vous abordez, vous, ces questions justement d'éthique et de sécurité quand vous faites des choix et quand vous peut-être quelqu'un qui va voir Bruno Bonnel qui dit moi j'ai besoin des données donc il faut que j'arrive à travailler. Est-ce que vous travaillez un peu ensemble sur un certain nombre de projets? Est-ce qu'il y a des partenariats publics-privés qui se développent dans ce domaine? Alors oui, nous, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner l'écosystème de chercheurs, je dirais public, privé ou pas, à travers souvent des appels à projets. C'est notre méthode de sourcing qui nous permet finalement d'aller sélectionner les meilleurs projets avec des jurys d'experts indépendants. Et nous, dans notre rôle, justement, c'est d'aller accompagner ces projets pour pouvoir passer le plus rapidement possible les étapes réglementaires, qui sont le passage devant un comité d'éthique. La première des questions, c'est d'avoir des projets qui puissent permettre de répondre aux finalités autorisées. L'idée, c'est qu'à la fin, le bénéfice, il revienne aux patients, aux professionnels de santé, à l'organisation des soins. Donc la première question, c'est à quoi ça va servir. Donc ça, c'est le comité, le CESRES, comité d'éthique, qui va étudier cette étape-là. Et l'étape d'après, c'est la CNIL qui va donner autorisation pour un projet. Donc je dirais que toute l'organisation, et elle doit être optimisée et elle doit être réduite parce que ça reste un fardeau important pour les chercheurs. Donc on travaille en tout cas main dans la main avec les chercheurs publics, privés pour atteindre cet objectif. Et est-ce qu'on pourrait le faire à l'échelle européenne, puisqu'il y a un règlement européen également sur les données de santé? Donc est-ce qu'on pourrait imaginer que les chercheurs le fassent sur une base plus large encore? Alors oui, tout à fait. Et je pense qu'on a vu la publication ce matin du règlement autour de l'espace européen des données de santé qui était très attendu par l'écosystème. Alors nous, au sein du Health Data Hub, on est un petit peu la cheville ouvrière pour orchestrer la construction, on va dire l'infrastructure de cet espace européen des données de santé. L'idée concrètement, c'est que je suis un chercheur, j'ai besoin d'accéder à des données, par exemple parce que je travaille sur des données de maladies rares, j'ai besoin d'accéder à plusieurs bases de données en France, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, que j'ai pas besoin d'aller toquer à la porte de chaque NIL local pour faire ma recherche. On voit comme c'est long déjà, ne serait-ce qu'en France. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter un service qui permette demain d'avoir à la fois une visibilité sur les données disponibles sur l'ensemble de l'espace européen et de pouvoir y accéder plus rapidement et faire des recherches innovantes à ce niveau-là. Bruno Bonnel, on parlait des spécificités de la France qui est un marché régulé. On parlait un peu du prix du médicament lors de précédentes discussions. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, mais le sentiment, moi je suis là pour jouer un peu l'avocat du diable, on a un sentiment un peu quand même qu'on est en retard en France. Vous me disiez non, pas du tout. Je me trompe. Non, je dis pas du tout. Je dis que un petit peu comme Philippe ou vous, pardon, excusez-moi, on a toujours tendance à regarder ce qui ne marche pas, on regarde pas ce qui marche. On a fait un choix en France. On a un choix qui est que notre système de santé est un droit. C'est ancré dans nos gènes, dans notre ADN, notre manière de penser. On ne fait pas de la recherche en santé comme on fait de la recherche en physique nucléaire. Ça n'a rien à voir. Et par là même, on a donc un marché du médicament notamment qui est régulé, du soin d'ailleurs en général qui est régulé. Donc il y a un prix collectif que nous payons à ça. Donc par rapport à ça, on n'est pas comme aux États-Unis ou dans d'autres pays comme l'Angleterre, où c'est une espèce de marché libre où des gens décident d'investir dans le mal. Nous, on essaye au contraire de dire il faut qu'on règle collectivement le bien. C'est pas mal quand même. C'est ça qui me met le moral, moi. Parce que quand une société considère qu'il y a un marché de la maladie, ça me fait quand même un petit peu tiquer. Et ça devrait tous nous faire tiquer, le marché de la maladie, même si on en vit. Un marché de la maladie, c'est quoi? C'est dire à combien on est prêt à payer pour une vie. C'est important, ça. Un des débats éthiques de ce matin. Je sais pas, j'y étais pas, mais je vous assure que c'est un vrai sujet. Combien on est prêt à payer pour une vie? On vous enverra les vidéos. Bon, il y a certains pays de l'Union européenne ou pas loin qui, à partir d'un certain âge, considèrent par exemple qu'une dialyse, c'est plus la peine. Ça sert à rien. Pas en France. Il y a des traitements qui coûtent des millions. Il y a des traitements qui coûtent 1 million de dollars, 2 millions de dollars, l'injection de traitements notamment maintenant génétiques puissants pour des maladies extrêmement rares. Mais c'est une vie vaut le coup d'être sauvée quand même.
Donc, je dis par rapport à ça, c'est pas mon enthousiasme naturel que tout le monde connaît ou mon optimisme béat. C'est de dire, on fait un choix, c'est le choix de cette santé collective, et c'est vrai que par rapport à ces choix-là, ça entraîne un certain nombre de dépenses, un certain nombre de sous-choix budgétaires, qui fait que souvent on nous dit, bah ouais, mais on met moins que. Bah, on met pas moins que, on met plus partout. Ou en tout cas, on essaye d'être le plus possible partout pour justement régler des problématiques de collective. Alors, maintenant, revenons à des chiffres. Que ça soit le Health Data Hub, que ça soit French Tech 2030, que ça soit les CHU dont on a parlé, que ça soit les LabEx, qui sont les laboratoires d'excellence dans lesquels on apporte du matériel de pointe, que ça soit les SAT qui font les transferts de technologie, tout ça, on le finance. Tout ça, vous le financez. C'est pas moi, hein. Moi, on dit toujours, je suis le petit cochon tire-l'air de la République. Je suis juste le vrai coffre-fort. C'est vrai. Moi, je suis un vrai coffre-fort. Voilà. Moi, j'essaye d'être malin dans les choix d'excellence. Ça, c'est mon job. Moi, je suis l'entraîneur de l'équipe de France de l'innovation. Hein, je suis le Aimé Jacquet de l'innovation. Celui dont on dit toujours, il va jamais gagner, et finalement, on a gagné. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une question de savoir, un, on n'est pas désarmé, on met bien des moyens. Deux, il faut arrêter de jouer en permanence les Cassandres sur, de toute façon, tout fout le camp, ça coûte trop cher. J'ai entendu le discours sur les taxes. Il n'y a pas de taxes. Ben, il n'y a pas les moyens à redistribuer aux chercheurs. C'est aussi bête que ça. Donc oui, on peut dire, il ne faut pas de taxes. Attendez, il ne faut pas de taxes. Bon, vous faites plus rugby que football, hein, ceci dit, mais vous avez quand même bien défendu votre coffre-fort pour le coup, parce qu'il y a eu une petite discussion à Bercy là sur les problèmes de sous qu'ils ont au gouvernement. Attendez, ils vous ont sauvegardé vos 54 milliards. Mais parce que ça n'a rien à voir. Il y a des dépenses, l'argent de l'avenir. Il y a des dépenses publiques et il y a des investissements d'avenir. Ça n'a rien à voir. C'est vrai chez vous. C'est vrai chez vous. Entre dire. On les connaît à Bercy, hein, tant que l'argent n'est pas dépensé, ils le récupèrent. Non, mais peut-être que c'est à Bercy, mais en tout cas, moi je pense que la décision qu'on prend en tant que pays de dire on met 54 milliards sur l'innovation, de la recherche fondamentale jusqu'à la première usine, pour aider des boîtes comme la sienne, pour aider la structuration de données, pour aider des hôpitaux à être mieux organisés sur le plan d'innovation, pour apporter des solutions nouvelles à des thérapies que collectivement nous décidons de payer. Je dis formidable, donc on n'est pas désarmé. Est-ce qu'il faut être meilleur? Oui, mais moi je compte sur les chercheurs, je compte sur le talent scientifique pour le faire. Alors Philippe Gillet, justement. Et par contre, je dois me sauver. Oui. Donc, je vous remercie, vraiment. Mais justement, je vais aller m'occuper maintenant, non plus de médicaments, mais de forêts, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de France 2030. Je vous remercie. On vous remercie d'être venu, en tout cas. Merci beaucoup. Et on continue le débat. Merci Bruno Bonnel. On continue le débat peut-être entre nous trois et sur ces questions-là. Et je voudrais aussi qu'on parle du rôle du privé, mais peut-être sur les chercheurs en particulier, sur la difficulté qu'ils ont. Vous avez fait dans un rapport, Philippe, un petit peu débat. J'ai vu des réactions en disant il est en train d'ouvrir au privé, etc. Non, c'est quoi le bon équilibre finalement à trouver? Le bon équilibre, c'est d'abord, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit il faut avoir cette capacité à faire du projet, cette capacité à la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est aussi la liberté de réfléchir. Et ça, Jean-François Delfraissy le disait, c'est aussi un problème d'éducation vis-à-vis des gens qui nous gouvernent. À un moment donné, de savoir comment ça marche. Juste deuxième petit exemple, et qui va montrer que la santé n'appartient pas qu'aux médecins. Elle appartient aux citoyens, bien sûr, mais vous êtes la démonstration qu'elle n'appartient pas qu'aux médecins. Petit exemple, vous n'auriez pas donné 5 € à des chercheurs dans les années 60 qui se posaient la question de savoir pourquoi le geyser de Yellowstone était jaune, vert, orange. Vous n'auriez pas donné beaucoup d'argent à ces gens-là. Ils en ont eu un peu. Et finalement, ces gens-là ont trouvé des bactéries qui résistent aux très hautes températures. Finalement, ça a donné aujourd'hui quelque chose qui est rentré dans le langage commun, qui est le test PCR. Finalement, ces gens-là, on avait payé à essayer de comprendre la coloration des geysers du parc de Yellowstone, aujourd'hui participent au système. Donc il faut laisser les chercheurs chercher. Eh bien, je pense que c'est ça. Et ça a un coût. Et c'est la même chose pour l'innovation. Quand tu disais le système d'innovation, dans le monde anglo-saxon, c'est le droit à l'erreur. Mais la recherche, c'est aussi ça. C'est le droit à aller à l'erreur, sachant qu'on ne saura pas comment ça. Faire de la simulation numérique pour trouver des médicaments, il y a 20 ans, vous auriez été pris pour des doux rêveurs. Aujourd'hui,
eh bien, c'est parce que vous êtes battus, vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des spécialistes de la santé, mais vous allez regarder des problématiques de santé. Donc la recherche, elle doit être organisée comme ça, elle doit être financée comme ça. Certes, on doit faire du projet, c'est pour ça que France 2030 est là, mais derrière, il faut donner aussi, créer le vivier, donner de l'argent à ces jeunes qui s'engagent, en particulier dans ceux qui vont faire de la recherche en santé. Ce n'est pas nécessairement des futurs médecins, c'est des chimistes, c'est des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que tous les ans, on crée à peu près 2000 emplois de jeunes chercheurs en France, et quelques centaines tous les ans pour ce qui touche à la santé. Finalement, on a l'impression de se dire, tiens, on a créé 200 métiers de boulanger, mais on ne leur donne pas de la farine pour qu'ils puissent faire du pain. Et aujourd'hui, c'est un peu ça notre enjeu. Le système, il est bien, mais il y a 2-3 choses fondamentales qui doivent encore changer dans ce qui deviendra la souveraineté du pays en termes de recherche, pas en termes de défense nationale, mais de souveraineté sur toute la chaîne de valeur qu'est la recherche, depuis la propriété, le plaisir d'avoir des prix Nobel, le plaisir d'avoir des entreprises innovantes qui se créent sur des brevets, cette transversalité entre le monde médical qui n'appartient pas aux médecins, je ne suis pas en train de me mettre les médecins à dos, j'espère, mais de dire que c'est un problème global, et c'est un problème qui est un problème de science globale aujourd'hui, qui part de santé. Est-ce qu'on peut avoir, Robert, un BioNTech ou un Moderna français qui émerge? Eux, ils ont bénéficié de certaines façons, d'abord, de la chance d'avoir été là au bon moment et avec cette crise Covid, mais il y a d'autres potentiels progrès qui peuvent permettre et de faire fortune, après tout, pourquoi pas, et de rendre service à l'humanité. Est-ce que vous avez, là, au-delà de vous-même, mais avec tout l'écosystème de la deep tech et de la biotech en France, le sentiment que, voilà, on a la capacité de faire naître les Sanofi de demain, j'allais dire? Ce qui est intéressant avec les deux, Moderna ou BioNTech, c'est de regarder un peu comment ils ont été financés. BioNTech, c'est 2 frères, milliardaires allemands, qui ont signé quand même un chèque assez conséquent en leur disant on s'occupe de tout, on vous donne le temps de développer votre plateforme technologique et on croit en vous en fait. Et ils ont finalement pris 2 chercheurs qui avaient leur labo, ils les ont sortis, ils ont créé une société et ils les ont financé plus de 250 millions d'euros et ils avaient 50% de la société quand elle valait 44 milliards. Donc le retour sur investissement c'est pas mal quand même et ça n'a pas pris énormément tant de temps que ça. Alors heureusement Covid c'était un coronavirus et ça marche particulièrement bien là-dessus, mais maintenant ça a permis de développer ces technologies sur d'autres types d'indications. En France on a ces potentiels-là aussi dans les laboratoires. On a des très belles sociétés qui se sont créées, qui continuent. On a des incubateurs. Moi, je pense on est au sein de Paris Biotech Santé, par exemple, qui est vraiment un cluster exceptionnel en termes de concentration de pépites. Et il faut aussi un écosystème d'investissement qui est capable de penser des temps longs. Peut-être repenser le modèle de Vitsi, parce que 10 ans... de cette contrainte de 10 ans à la sortie pour des sapiens en santé, c'est peut-être trop court. Mais en tout cas, le potentiel est largement là. Oui. Carole Dorfin, vous allez avoir le mot de la fin sur les projets de Health Data Hub. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos projets à court terme, moyen terme? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'avec, en tout cas, l'accès à ces données, la réutilisation de ces données, on a vraiment un monde qui s'ouvre pour les patients, pour les soignants. Peut-être vous donner un exemple d'un projet qui est porté par la start-up Implicity, start-up française, qui justement vise à collecter les données de pacemaker à travers sa plateforme. Et justement, elle est venue nous voir pour pouvoir chaîner ces données avec les données de l'assurance maladie pour inscrire finalement ces données de pacemaker dans le temps long des données de l'assurance maladie pour pouvoir construire et développer un algorithme de prédiction des risques d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, on a une start-up qui a réussi à développer le moteur au sein de la plateforme du Health Data Hub et qui aujourd'hui est en soumission FDA. Donc on a vraiment, je pense, la possibilité en France d'accélérer et de démultiplier ce type d'exemple, justement en libérant un petit peu cet accès aux données, en le simplifiant et en vraiment accompagnant les chercheurs pour qu'ils osent aussi aller innover avec ces données. Merci beaucoup de tous ces exemples. Le but de tout ça, c'est évidemment de sauver des vies et c'est formidable de voir qu'il y a toutes ces innovations et que l'argent permet aussi de sauver des vies. Merci pour ce table ronde. Je vous retrouverai tout à l'heure avec le ministre Valletoux. Et me succède Jérôme Leleu pour une table ronde sur le numérique et le grand Big Bang de l'innovation en santé.
Merci.